à la migration irrégulière, mais également mobilité due à tous ces trafics irréguliers. Et vous savez qu'on a aussi dans un mois des élections en Guinée, Oui. mais également dans un an des élections en Gambie. Donc on n'a pas besoin donc d'une telle instabilité, et sans oublier le Sénégal, parce que nos forces de défense et de sécurité sont assez pris par la menace très prégnante au niveau du sud-est, avec la frontière que nous partageons avec le Mali. Donc si le sud-ouest est menacé par une instabilité en Guinée-Bissau, donc le Sénégal a tout intérêt donc à s'impliquer pour que ce coup d'État qui jusqu'à présent semble calme donc puisse ne pas se transformer en des événements violents. Oui, parce qu'on a entendu des coups de sommation dans la ville. On ne sait pas dans quel contexte jusqu'à présent. Mais on sait également que ces élections ont également été peut-être à l'origine de tout cela. Est-ce que c'était prévisible, cette situation, selon vous? Oui, c'était prévisible quelque part, parce que on a même parlé à 2 reprises de report de ces élections il y a moins d'une semaine. Et comme je l'ai dit tantôt, vous savez, les élections en Guinée-Bissau sont le PAIGC. Déjà, c'est problématique pour ce pays, bien que ces 2 candidats soient des anciens donc de ce parti, mais surtout en fait, c'est la veille en fait de la proclamation des résultats qu'on a ce coup d'État, et aux dernières nouvelles, les candidats de l'opposition également sont également arrêtés, ils sont mis aux arrêts. Donc, bon, on n'avait pas besoin de ça. Mais c'était prévisible, il faut le dire encore une fois, parce que... il y avait des signes, il y avait des signes qui pouvaient fortement... La tension était palpable, il y avait des signes, même si on a fait fi, en fait, de ces indicateurs. Il faut le dire, il y a des indicateurs, mais la sous-région... Parce qu'on a eu une vague de coups d'État dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, il faut le dire, surtout pour un pays qui a une, je ne vais pas le dire comme ça, mais au fond, c'est la triste réalité, qui a une tradition de coups d'État militaire. On a l'exemple de l'AES, les pays de l'AES. Donc le Mali, c'est après les élections. Le Niger, c'est après les élections. Le Burkina, malheureusement, 3 coups d'État en moins d'une année. Donc, nos autorités devaient prendre les devants et éviter ça pour la Guinée-Bissau. Vous dites ça comme un aveu d'échec peut-être, parce que si vous dites que nos autorités auraient pu éviter cette situation, il y a eu des manquements dans justement cette diplomatie qu'on attendait, justement le rôle du Sénégal par rapport à tout cela. Pas seulement le Sénégal, mais le rôle de la diplomatie préventive, en fait, de nos institutions régionales et de nos États. Je disais tantôt tout à l'heure, je suis un peu provocatrice, je dis, on a dépassé les élections. Je pense que même les think tanks, les chercheurs, les universitaires, ils doivent inciter. Donc, il faut avoir une approche proactive. C'est quoi cette approche proactive? Je pense que les élections ont montré leurs limites, pas seulement en Afrique, partout à travers le monde. Tous les chefs qui ont été élus sont contestés. Bon, en Afrique, on fait des coups d'État. Mais on a vu les gilets jaunes d'ailleurs. On a vu dans d'autres pays aussi des vagues de contestation. C'est difficile parce que ça fait plus d'un demi-siècle qu'on vote un peu partout. Donc, je peux le dire comme ça, le jeu, c'est les élections. Aller aux urnes, voter pour élire quelqu'un. Mais à mon avis, aujourd'hui, on vit une révolution. C'est quoi cette révolution? Les élections ont montré leurs limites. La démocratie, ce n'est pas d'aller aux urnes, d'élire quelqu'un. Mais parlons justement de cette démocratie, quand on voit le président Embalo qui proclame des résultats, alors que le résultat des urnes n'est pas encore, en tout cas, révélé. Est-ce qu'aujourd'hui aussi cette pratique, parce qu'on le voit souvent dans les pays africains, on annonce des résultats avant même les résultats définitifs, est-ce un problème également démocratiquement parlant? Ce ne sont pas seulement les présidents qui sont au pouvoir. On a vu même des opposants annoncer, alors qu'il y a normalement une commission qui a pour mission de déclarer les résultats. Vous l'avez dit tantôt. Donc, je pense que quelque part, il y a une crise de confiance. Parce que si même
celui qui a mis en place des institutions ne fait pas confiance en ces institutions pour proclamer les résultats et lui prendre le devant, proclamer des résultats, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Il y a une crise de confiance entre les institutions, pas de la République, mais de nos républiques. Et je pense que c'est cette crise de confiance qui est en train de saper le mouvement, parce qu'il faut le dire, le mouvement démocratique qui est en train de montrer ses limites encore une fois. Et il faut penser à autre chose. Les royaumes s'est dépassé. Aujourd'hui, nous, on a connu nos mamans, nos grands-parents ont connu les élections. Peut-être que nos enfants, nos petits-enfants choisiront leur manière chef d'État, manière de mettre quelqu'un au devant. Je ne dirais pas élire, parce que là, on est toujours dans les élections. Je pense que c'est un... Désigner, limite. Oui, désigner peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais il faut autre chose. Je pense qu'il faut autre chose. Et les commissions électorales, donc cette tradition d'élection a montré ses limites et il faut penser, faire autre chose. Et c'est là où j'interpelle le Sénégal qui a quand même un rôle à jouer dans la sous-région, mais également avec tous les chercheurs, parce que quand même, on dit que le Sénégal est un petit pays, mais grand de par ses hommes. Il faut que ça vienne du Sénégal et pourquoi pas de la CEDEAO, parce que aussi la CEDEAO est une des meilleures communautés régionales. Et il faut penser à autre chose et ne plus organiser d'élections parce que les élections coûtent cher et ça ne crée que de la violence et des frustrations et ça continue à creuser l'écart entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, quelle doit être alors la responsabilité de la société civile quand il y a des coups d'État comme cela? Malheureusement, la société civile est devenue aphone ces derniers temps. La société civile perd de sa supérieur. Il faut le dire, je fais partie de la société civile. Oui, c'est pourquoi mais c'est les partis politiques. Il faut le dire, il faut reconnaître que les partis politiques ont échoué. Lorsque je dis les partis politiques, aujourd'hui, qui aurait cru en Guinée-Bissau des élections sans un candidat du PAIGC, au Sénégal des élections sans un candidat du PS ou bien du PDS. Dans d'autres pays, c'est la même chose. Donc les partis politiques ont échoué. Ils n'ont plus la confiance des communautés. Et ce qui est en train de se passer avec la société civile qui était en train de se politiser, et il faut le dire, donc c'est cette polarisation, parce qu'aujourd'hui, on avait dépassé la polarisation avec la guerre froide. On est allé vers la coexistence pacifique, mais je pense qu'on revient vers la guerre froide. Il y a une guerre froide, une autre guerre froide qui est en train de se faire dans ce monde et qui entraîne une autre forme de polarisation avec la manipulation, avec les réseaux sociaux, la désinformation. Et je pense que c'est ça qui est en train de saper toutes les formes d'organisation politique, de société civile. Mais aujourd'hui, les think tanks avaient émergé et même les think tanks sont aujourd'hui en train donc de perdre de leur super. Vous avez tantôt parlé des institutions régionales, on va parler de la CEDEAO, UEMOA, on va parler des CAF, l'Union africaine. Quelle est leur efficacité? Parce que on a des cadres, mais les coups d'État s'enchaînent, j'ai l'impression. Les coups d'État s'enchaînent parce qu'on est sur nos certitudes, malheureusement. Nos institutions aussi sont restées sur leurs certitudes avec la même... ils n'ont pas su suivre l'évolution avec les réseaux sociaux, l'évolution des sociétés. On a une révolution même des communautés, la jeunesse africaine qui aspire à autre chose. On est resté sur des modèles traditionnels, avec des observateurs à long terme, des observateurs à court terme, les mêmes formes de choix en fait d'électeurs, alors qu'elles devaient être proactives. Donc là, je pense que il faut interpeller ces institutions, qu'elles mettent en place de nouveaux cadres, qu'elles puissent en fait proposer autre chose qui puisse s'adapter aux demandes des communautés. Les élections démocratiques, certes, mais comment? Je n'ai pas une proposition, mais je sais qu'il faut aller voter autre chose pour répondre aux aspirations des populations. Parce que là, quand on voit justement ces autres pays qui ont subi des coups d'État avec des régimes militaires, les élections qui tardent à se faire, est-ce qu'on ne craint pas aussi la même chose en Guinée-Bissau? Est-ce qu'aujourd'hui on peut prétendre, peut-être comprendre qu'il y aura une sorte de collaboration ou une implication de la Guinée face à l'AES, un nouveau membre finalement?
Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile de faire des projections, il faut le dire, parce que aujourd'hui, on a deux modèles. On a le modèle de l'AES, mais on a le modèle du Gabon, et la Guinée tend vers le modèle du Gabon. Donc, la Guinée-Bissau, n'oubliez pas que c'est un pays lusophone. Oui. Donc, tous ces pays sont des pays francophones, donc avec une autre culture, donc une autre façon de faire. Et on a aussi les chefs aussi rebelles en Guinée-Bissau qui sont là et qui demandent à prendre leur part. Donc, la Guinée-Bissau, c'est un pays particulier qui n'a jamais pu faire une bonne RSS. Il faut le dire, la réforme du secteur de la sécurité n'a pas pu se faire, alors que la réforme du secteur de la sécurité participe à mettre en place, à remettre la confiance je peux dire rétablir la confiance des citoyens envers leurs forces de défense et de sécurité. Mais à chaque fois qu'on a entamé une RSS en Guinée-Bissau, le processus s'est arrêté, c'est comme le processus électoral qui vient de s'arrêter. Parce que ça, il faut dire que le processus n'a pas abouti. Donc si autant pour le pouvoir que l'opposition, personne n'en bénéficie là. Personne n'en bénéficiera. Et maintenant, l'autre problème, c'est là où le Sénégal a un rôle à jouer. Oui. Donc la médiation, pour la transition de la Guinée-Bissau et le respect du délai de transition. Je pense que si on le réussit, et je pense que le Sénégal pourra le réussir. Mais avec qui sont les personnes qui doivent agir face à cela? Les personnes qui doivent agir, on a non seulement le ministère des Affaires étrangères, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir sur le nouveau ministre des Affaires étrangères, mais également les forces de défense et de sécurité, parce que l'armée sénégalaise, elle est bien respectée, il faut le dire. Donc, on doit impliquer nos généraux pour qu'ils puissent, en fait, redorer le blason des forces de défense et de sécurité africaines à l'égard des communautés. Parce qu'aujourd'hui, avec cette épidémie de coup d'État, il faut dire que ça porte préjudice aux forces de défense et de sécurité africaines. Et je pense que les autorités, les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont un rôle à jouer. Donc la diplomatie, qui n'est pas seulement une diplomatie du ministère des Affaires étrangères, elle doit travailler de concert avec les forces de défense et de sécurité, donc pour qu'une diplomatie militaire puisse essayer de ramener à la raison ces forces de défense et de sécurité africaines qui sont en train donc de prendre le pouvoir au profit des civils. Et malheureusement, il faut le reconnaître, les populations semblent apprécier le fait que les militaires prennent le pouvoir, et on voit même dans d'autres pays que certains sont en train... Qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-ce qui l'explique? C'est l'échec des politiques. Aujourd'hui, les populations sont un peu désemparées, ce qui ne se sont pas, en tout cas, impliquées d'une certaine manière ou leurs préoccupations prises en compte. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce manque de confiance et aussi cette galvanisation africaine pour les armées? Il faut le comprendre. Je pense que les armées sont assez disciplinées. Les armées sont assez disciplinées, donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils s'impliquent pour le respect du délai de transition, parce qu'aujourd'hui, les armées sont perçues comme des corps qui respectent la parole donnée, des corps bien organisés et des corps disciplinés. Donc, si les politiques de l'autre côté sont perçus comme, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est triste de le dire, comme des personnes qui manipulent, donc pour des intérêts stricto personnels, donc qui n'agissent pas pour l'intérêt supérieur de la nation, qui sont là juste pour un profit d'un groupe, donc alors que l'armée est perçue comme étant là pour l'intérêt supérieur de la nation, et donc ce qui explique que les populations sont plus tolérantes envers les forces de défense et de sécurité qu'envers les civils. D'une part. D'autre part, il faut dire qu'il y a aussi la manipulation. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux. Avec l'IA. Avec l'IA. Donc, les discours populistes, il faut le dire, les discours de guerriers. Parce que aussi, il faut oublier que c'est une population
75% de la population africaine a moins de 35 ans. Population jeune. Une population très jeune qui traverse une crise d'adolescence. Et durant cette crise d'adolescence, la personne, elle est vulnérable. Elle cherche une certaine identité. Donc, ce discours guerrier tend ils tendent à s'accrocher à ce discours guerrier parce qu'ils ont besoin de croire en quelque chose. Et il faut dire que c'est dû à la déliquescence, en fait, de nos cellules familiales. Donc, les parents ne sont plus là, ils n'éduquent pas. Les enfants cherchent des héros ailleurs. Les parents ne sont plus les héros. Ce n'est plus la tante, ce n'est plus le papa, ce n'est plus la maman. Les héros sont ailleurs. Et donc, c'est ce président qui nous fait rêver, n'est-ce pas? C'est ce groupe qui nous fait rêver. Donc, quelque part, donc, d'où la force des groupes extrémistes, parce qu'ils savent aussi manipuler l'outil, les réseaux sociaux, les médias sociaux, et ils savent, ils parlent très bien aux jeunes, et ils ont la psychologie donc, qui amène ces jeunes à adhérer à leurs propos et à leurs paroles, et ils savent le faire comment, et de la plus belle des manières. Et d'autres personnes qui adhèrent, c'est encore nos autorités sénégalaises. On a bien vu le Premier ministre Ousmane Sonko, en tout cas, auprès de ces putschistes, on les appelle, entre guillemets, fiers. En tout cas, et comment on peut analyser justement cette image, parce que ça a été bien, en tout cas, débattu sur la place publique, que d'autres pensent que l'opposition, je vais dire, sénégalaise, pense que non, c'est pas une bonne manière de, en tout cas, soutenir ces gens qui sont au pouvoir. Vous, en tant que société civile, comment voyez-vous ces actes de rapprochement de notre gouvernement par rapport à ces dirigeants? Bon, il faut dire en fait que l'Afrique de l'Ouest traverse une situation très difficile avec sa jeunesse, avec la migration irrégulière qui est mal perçue de l'autre côté, et avec un discours de l'autre côté souverainiste qui rappelle aux jeunes que leur pays a besoin d'eux et qu'ils peuvent réussir chez eux parce qu'ils ont fait face à il faut le dire comme ça, hein, dans la migration illégale avec les forces, donc ça a été très dur pour ces jeunes. Donc il y a eu un désemparement, il faut le dire, de ces jeunes et qui croient qu'ils peuvent réussir dans leur pays. Et donc ce discours souverainiste, il faut le dire, a permis d'arrêter cette vague de migration illégale. Mais derrière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur donner un emploi. Derrière, il faut continuer de faire rêver ces jeunes. Donc c'est une politique quand même qui est un couteau à double tranchant pour ces dirigeants qui ont le devoir de ramener ou bien de faire rester ces jeunes chez eux, mais il faut aussi leur trouver quelque chose dans un contexte de crise économique qui n'est pas seulement une crise économique africaine, mais une crise économique mondiale. Avec le djihadisme grandissant, on a vu le Mali, ce contexte. On vient de voir la Guinée-Bissau qui est aussi dans des tensions, le Sénégal au milieu. On ne sait pas encore. En tout cas, il faut se tenir prêt. Mais aujourd'hui, dans l'éducation civique, vous l'avez tout à l'heure évoqué sur la conscience qu'il faut donner aux jeunes. Aujourd'hui, la société civile a peut-être exploré, surtout de votre côté, sur les gestions de conflits par rapport à l'implication des femmes. On citera les femmes de la Casamance. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience et comment aujourd'hui c'est pertinent en tout cas, impliquer les femmes dans ce processus? Il faut impliquer les femmes, ne serait même pour la médiation entre les pays de l'AES et la CEDEAO, parce que ce sont les femmes qui sont au niveau des frontières. Avec le trafic transfrontalier, la mobilité, le commerce, de l'autre côté, elles vont chercher de l'eau, elles vont puiser de l'eau, elles vont cuisiner, elles vont faire un petit commerce, prendre ici, vendre là-bas. Mais également, on oublie pas seulement en Afrique, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui nourrit. Donc, cette crise économique, c'est la femme qui le perçoit à travers le panier de la ménagère parce que c'est elle qui gère la dépense quotidienne. Donc, à travers, vous avez cité la Casamance, mais même à l'est du Sénégal, avec l'extrémisme violent, nous avons mis en place des projets où on a impliqué les femmes, parce que ce sont les femmes qui détectent en général les premiers signes d'anormalité. Quand quelqu'un vient, quand un jeune change, quand un étranger arrive, quand quelqu'un a un comportement donc, qui n'est pas normal. Donc, et aussi, il faut dire que plus de 50% de la population, c'est une population féminine. Donc, il faut faire confiance aux femmes et c'est là où le bas blesse parce qu'on l'a dans les discours, mais dans la mise en œuvre, sur le terrain, nos
dirigeants ne l'appliquent pas et j'appelle à mieux impliquer les femmes dans la gouvernance des frontières, dans la gouvernance de la sécurité humaine et celle collaborative. Merci beaucoup, Madame Adjaratou Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le bloc d'information. On se donne en tout cas rendez-vous dans quelques minutes pour la grande édition du soir, le 20h. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 18 ans. Hervé Somb, le virtuose.